réel plaisir de vous savoir nombreuses devant vos postes récepteurs pour vous informer à la une de cette édition. Les sommets spéciaux sur l'RDC ouverts ce vendredi à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, le Kenya, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo ont répondu à ces rendez-vous, sauf l'Ouganda et le Soudan du Sud. Contrat sino-congolais pour la Chine et les rapports de l'IGF ne correspondent pas à la réalité à suivre dans ce journal. Et puis clôture de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs. Dieu merci Batino de la voici et notre invité. En sport, réhabilitation du stade des Martyrs. L'IGF lance une mission de contrôle des fonds décaissés. Voilà pour les sommaires. Excellentes conditions d'écoute et bienvenue dans la salle Julius Nyerere au siège de l'Union africaine que le sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est ouvert ce vendredi matin. Le président William Ruto du Kenya, Joao Lourenço de l'Angola, Paul Kagame du Rwanda, Evariste Ndayishimiye du Burundi, Suluhu Hassan de la Tanzanie et Félix Antoine Tshisekedi de la RDC ont tous répondu présents à ces rendez-vous. Seuls Yoweri Museveni de l'Ouganda et Salva Kiir du Soudan du Sud sont représentés au niveau ministériel. À la séance publique d'ouverture, seulement deux chefs d'État ont pris la parole. Joao Lourenço, le président en exercice de la CAE et EAC, ayant présidé ces derniers sommets extraordinaires de cette institution sous-régionale le 4 février à Bujumbura. Dans son allocution, le président angolais a déploré la détérioration de la situation sécuritaire sur terrain à la suite du refus des troupes terroristes du M23, appuyé par le Rwanda, de se retirer des zones occupées comme l'exigeait les sommets de Luanda. Pour lui, la discussion de ce vendredi devrait tourner autour de la détermination des zones de cantonnement des troupes M23, sa préparation, aussi le financement de ces opérations. Une pilule indigestible, allez dire, chez les politiques congolais. Suivez. Ceux qui gèrent l'EAC, ceux qui sont de vrais patrons de l'EAC, ce sont des ennemis de la RDC. Ce sont des gens qui développent depuis belle lurette la vision expansionniste pour qu'on puisse amputer, balkaniser la RDC. Celui qui a eu l'idée, celui qui a conseillé les chefs de l'État d'aller signer cet accord, amener la RDC à intégrer EAC, c'est comme si nous sommes allés entrer dans la guerre des loups. Et c'est très grave. Il faudrait que nous puissions nous ressaisir pour quitter cette organisation sous-régionale. Parce que c'est une organisation sous-régionale. Tout ce que vous dites là, pourquoi vous êtes allé intégrer EAC? Quand je dis ça, c'est très clair. Il faut poser 3 ou 4 questions. Quelle gagne la RDC sur le plan diplomatique en état membre de l'EAC? Voilà, c'est une question. C'était l'Aristote Ngarimé du PPRD. Pour sa part, le président Evariste Ndayishimiye, tout en déplorant la reprise des combats et hostilités par le M23, ce qui a entraîné la légitimité réaction foudroyante de FARDC, a exhorté ses pairs à trouver une solution définitive à cette situation. Cet ordre du jour n'a pas suscité des réactions des autres chefs d'État pendant la petite séance publique d'ouverture, mais les chefs d'État ont poursuivi les vraies discussions à huis clos dans un format 1+4, c'est-à-dire un chef de l'État et 4 accompagnateurs pour la RDC. Félix Antoine Tshisekedi est accompagné du vice-premier ministre Christophe Lutundula, de la DIRCABA Nicole Boitia, du haut représentant chargé de suivi des processus de Luanda et Nairobi, Serge Chibangu et Patrick Mouyaya de la communication et médias. Et puis une marche pacifique contre la présence de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC est prévue ce samedi à Kinshasa. C'est une initiative de la jeunesse intercommunautaire du Nord Kivu, de la synergie de mouvements citoyens ainsi que la jeunesse de la communauté Nandé. Héritage 99.7 MHz. Bien, vous êtes sur la 99.7 MHz, parlons de la Commission électorale nationale indépendante. Violence électorale, un mort et plusieurs blessés au cours d'un accrochage entre jeunes à Kindu. Un jeune a été tué et plusieurs autres personnes blessées à la suite d'une altercation entre un groupe de jeunes du quartier Bassoko et ceux qui accompagnaient Salomo Kalonda pour son relais. Mais ces Kalonda et sa suite ont eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un abbé. Le PPRD n'a jamais dit qu'il boycottait les élections, qu'il n'y aurait pas aussi élection ou soit il ne participerait pas, mais il réclame une tenue consensuelle. C'est ce qu'affirme ici Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de Joseph Kabila Kabange. Il a dit à l'occasion de la sortie médiatique d'Emmanuel Ramazani Shadari qui a extrapolé ses dits au Maniema. On écoute Ferdinand Kambere.
que même si je parle maintenant comme PPRD, que le PPRD n'a jamais dit qu'il boycottait les élections et qu'il n'irait pas aux élections, le PPRD continue à exiger les élections, le PPRD continue à exiger au régime d'organiser des élections et des bonnes élections, continue à réclamer une tenue consensuelle. Ce que nous exigeons est que tout se passe dans les normes, pas ce qui est en train d'être fait par Kadima. Alors ne confondez pas les combats de la famille politique lorsque nous nous exprimons pour exiger des élections et des bonnes élections. Et pour dire, par exemple, là où il y a un siège, on ne peut pas dire qu'on va organiser les élections. On ne peut pas nous dire, nous, que c'est une force étrangère sans l'opposition. Rappelons que le propos du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, continue à soulever une salve polémique au niveau du PPRD. Et puis, le 24, opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui s'est clôturée officiellement par la commission électorale pour le compte de la première ère opérationnelle. Ces opérations qui étaient mal décriées par la population, le président de cette institution, Denis Kadima, d'appui à la démocratie, avait reconnu quelques failles du début de ces opérations. À ce sujet, nous avons le président national de la société civile, la voici, Dieu merci, et Batino comme invité du journal. Vous allez devoir le suivre tout juste après. On va parler de l'économie dans ce journal. Le porte-parole de l'ambassade de la Chine en République démocratique du Congo a réagi au récent rapport sur le contrat sino-congolais publié par l'Inspection générale des finances. Dans un communiqué publié ce vendredi 17 février 2023, le porte-parole de l'ambassade estime que le contenu de ces rapports est plein de préjugés et ne correspond pas à la réalité. De ces faits, dit-il, il ne peut pas être considéré comme crédible et n'a pas de valeur constructive. En revanche, il loue un contrat qui constitue, affirme-t-il, un seul exemple du partenariat gagnant-gagnant. Et puis, lancement de la deuxième phase du projet prise, nous devons l'en parler dans ce journal, on va devoir en parler. Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région contre la République démocratique du Congo, l'amélioration des conditions de vie des Congolais, un objet qui réunit le ministère du Développement rural et le groupe de la Banque africaine du développement. Alors pour cette deuxième phase, la prise prévoit la construction de 41e écoles, des centres de santé ainsi que de murs, des réseaux de déserts en eau potable dans les provinces cibles, avec des défis d'ordre logistique à relever. On écoute à ce sujet Deo Sunzu, le coordonnateur national de ces projets dits prises. Pour la phase 2, c'est les défis d'aspect logistique. Il faut dire que le projet prise a pour mission notamment le développement des infrastructures socio-économiques de base. Vous avez vu des écoles, des centres de santé, des latrines, des adductions d'eau potable et d'autres ouvrages connexes. Oui, ça c'est notre mission, mais par contre, notre mission n'est pas celle de pouvoir exécuter ou encore réaliser de voirie en milieu rural. Donc nous sommes obligés, malgré ces difficultés, d'arriver à livrer ces ouvrages dans les délais. Voilà un peu en soi ce qui peut constituer comme défi à relever, notamment au niveau de l'exécution de la phase 2. Je pense que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. La première phase, elle était composée de 5 provinces du Grand Kasaï et aujourd'hui la deuxième phase vient rajouter 5 autres provinces. Donc c'est une bonne nouvelle pour les grands Bandundu, donc le Kwilu Kongo Maïndombe, où ils verront dans les prochains jours les réalisations notamment du projet prise. Ici de savoir que ce projet est annoncé par le ministre d'État, ministre de Développement rural, qui s'est réjoui de cette réalisation remarquable. François Rubuto. Connus dans la mise en œuvre du projet, ne l'ont été qu'à l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, qui a appuyé les actions que j'ai amorcées personnellement pour élever tous ces défis et permettre ainsi au projet de se relancer dans le respect de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le développement du pays à partir de la base. Une continuité de la première phase qui a connu un grand succès avec différentes réalisations à s'inscrire à son actif. Cette deuxième phase couvrira 10 provinces avec 40 sites d'intervention hormis l'espace Grand Kasaï. Et puis au Kasaï oriental, la problématique de la perception des taxes sous forme de jetons auprès des taximens moto kasaïens. Ces derniers refusent à tout prix d'acheter les jetons pour leur libre circulation. Ils sont montés au créneau. Bwana bwakuya kukananga bwana bwakuya kusanguruto jeto udiano bwalwa mumbushimai kubona kati ba declarer to mina gouverneur wetu ne twaje ko tamba kusumba jeto na 100 francs to ana mikani bitari byangula batati bya to kusumba
jeton kena mu wanu wa mula matati to kena mustati wa mula matati ba to kwa kusoma kuri tuka kusoma transform ni kinyat wani transform tu bwela mondo mwisat era kuna maforce ubwela mondo mwinai tujizu zina atatulimika tusumba karibu jeton na chez sanfra watu wa kusoma chauffeur wani bukwa mukwa ta chauffeur yetu ile mu prison kai mani bwa so ba yinosa ubudi yem ba yetu tuku kudi tuyi anamwa ko ba chauffeur bet ba mu bulo kuba tatu kusombe kumbucha ni jeton jeton wa moto kana wa mukisha kana tukala tuendelea ngana kutukutendelea nene kitu kujonsa watana ni yemu kaba bilumbu kasai katika kwata mujiro yemu je wambani tuwa baja ngoyi ni maweshi yeye ni tumgongo nous sommes à Sayo en bougement il y a donc Olivier, Olivier, là, français, Olivier. Olivier, tellement il se va. Français Pablo. Prenons cette nouvelle en brève avant de prendre notre invité de journal. Des experts du FMI font quelques recommandations pour maintenir la stabilité des principaux indicateurs macroéconomiques. Lors de son récent séjour en République démocratique du Congo, la mission des experts du Fonds monétaire international, le FMI en sigle, a interpellé les autorités de la Banque centrale du Congo, qui est l'autorité de régulation du système financier congolais, sur la nécessité de maintenir la stabilité des paix sur le marché, alors que la République démocratique du Congo subit notamment une inflation importée du fait du contexte interne actuel. On va prendre notre invité du journal début le 24 décembre pour le compte de la première ère opérationnelle. Ces opérations qui étaient mal décriées par la population congolaise, le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, a reconnu quelques failles du début de ces opérations. À ce sujet, nous avons le président national de la société civile, la voici, Dieu merci Batino, comme invité du journal. Ce dernier qui est aussi rapporteur des cadres de concertation de la société civile de la République démocratique du Congo. Monsieur Dieu merci Batino, vous êtes président national de la société civile La Voici, dont vous êtes expert en matière électorale et partenaire de la CENI. Comment réagissez-vous quant à la clôture officielle de la première ère opérationnelle d'identification et d'enrôlement des électeurs par la centrale électorale? Merci Liste pour la question. Nous sommes dans les derniers virages de la clôture de la première ère opérationnelle sur l'opération d'identification des électeurs. Vous constatez qu'il y a l'engouement. Donc nous avons déployé les observateurs ici dans la ville de Kinshasa et avec les coups de fil que nous recevons, il y a d'engouement. Et je me suis demandé pourquoi les Congolais attendent toujours les derniers jours. Cette opération a commencé depuis le 24 décembre 2022. Et nous avons, c'était pour un mois, et nous avons plaidé pour que la CENI puisse prolonger l'opération. Et la CENI nous avait donné cette mesure de grâce jusqu'à le 17 février. Merci pour l'invitation. Mais une toute dernière question, Monsieur Batino. À vous la participation des femmes dans ces opérations? Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour votre information, nous organisons chaque année le forum des filles. Chaque année, à l'occasion des festivités du mois de la femme, pour parler d'autonomisation, pour accompagner la jeune fille, mais pour aussi
et pousser la femme d'intégrer les politiques, n'est-ce pas? Les femmes ne peuvent pas toujours être seulement lectrices. Elles doivent aussi être des candidates, n'est-ce pas? Donc, pour être candidate, tu dois être dans un parti politique ou dans un regroupement politique. C'est pour cela que, à l'occasion du mois de la femme cette année, la Voici prépare la 8e édition du Forum des filles qui sera organisée ici à Kinshasa le 23 mars 2023. Et d'ailleurs, vous serez là. Nous avons aussi accrédité des observatrices femmes qui se sont déployées pour observer. Nous sommes déjà aussi la question de la femme et vous verrez que dans notre organisation, il y a beaucoup de femmes. Nous avons observé ça. Les femmes, vraiment, elles ont montré qu'elles sont des citoyennes congolaises. Il y a une participation vraiment efficace et une participation citoyenne. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se sont enrôlées et qui ont des cartes. Bien, Monsieur Dieu merci Watino, la Radio Héritage vous remercie pour votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très bien, place à la seconde partie de cette édition du journal. Nous sommes en Turquie après les séismes meurtriers. Les promoteurs et constructeurs cibles de la colère des habitants. Le dernier bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier a dépassé les 41 000 morts. En Turquie, une vague arrestation a eu lieu ces derniers jours. Parmi les personnes interpellées, Mehmet Assar, homme d'affaires et maître d'ouvrage de la résidence Renaissance à Antioche. La majorité de ses habitants ont été tués lors du séisme. Les proches de ces victimes sont en colère. Suivez. Du luxueux complexe Renaissance, il ne reste que des montagnes de gravats que les pelleteuses commencent à ce triste spectacle et une larme sur sa joue. Dans la résidence Renaissance vivaient ma nièce et ses enfants. On nous a dit que l'immeuble serait le plus solide d'Antioche, qu'il respectait toutes les normes, qu'il ne fallait pas avoir peur. La résidence Renaissance comptait 250 appartements, 1000 personnes y vivaient et profitaient d'équipements haut de gamme et d'une piscine. Aslan Kulic a perdu 4 proches. Le promoteur a voulu construire un maximum d'appartements. Il a été arrêté pour nous calmer, mais moi je suis en colère contre les autorités. Nous serons à la conversation. Le responsable, c'est celui qui a approuvé le projet et signé les documents, pas le promoteur. Dans les publicités, il disait que l'immeuble était conçu pour résister. Vous voyez, c'est faux. Plus que les promoteurs, ce sont les autorités, les habitants. Pourtant, à 1h30 d'Antioche, d'Erzine, située proche de l'épicentre du séisme, elle ne compte aucun dégât. Cet habitant l'assure, c'est grâce à la vigilance du maire. Peu importe qui venait le voir, il ne délivrait pas de construire sans avoir lu les documents. Notre maire est contre les pots de vin, comme cela se fait partout dans le pays. En Turquie, l'immeuble Renaissance est désormais devenu le symbole de la corruption des autorités locales par certains promoteurs immobiliers. Partons des analyses de tout ce qui se passe au monde, Ukraine, Turquie, Russie, tueries, massacres, pandémie, une sénatrice en Roumanie pointe du doigt les Occidentaux. On va devoir écouter Diana Ivanovic. Chers collègues sénateurs, depuis 3 ans, nous vivons une véritable campagne de massacre à l'échelle mondiale. Soit par de prétendues pandémies et la nécessité imminente d'injecter des vaccins non testés qui tuent, soit par des guerres qui réduisent la population mondiale, mais réorientent la politique internationale, réalignent le pouvoir et modifient les frontières. Nous avons assisté à la provocation de tremblements de terre sur commande, qui est en fait une attaque contre la Turquie par les plus grands de ce monde, qui n'aiment pas du tout être piégés par Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. De plus, sa position de neutralité et de médiateur dans la guerre russo-ukrainienne les a profondément dérangés, d'autant plus que la Turquie est la 2e grande puissance du point de vue militaire au sein de l'OTAN. Sa position de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, son discours à Davos, ainsi que le geste de partir en pleine conférence de presse, défiant Schwab, ne sont pas restés sans écho dans le monde froid des dirigeants du monde entier. Mais personne ne pensait que des gens devaient mourir. Autant de gens, et d'une manière aussi terrible. Et c'est un avertissement, car ce n'était pas la zone la plus peuplée de Turquie. 150 répliques d'un tremblement de terre dévastateur,
le deuxième plus important que le premier, sans qu'il n'y ait eu de foyer, la zone étant stimulée artificiellement. Les armes géologiques existaient depuis très longtemps, étaient utilisées jusqu'à présent sans faire trop de victimes, probablement pour des expériences. Maintenant, elles ont été mises en pratique. Si nous regardons attentivement la carte de la Turquie, nous verrons qu'elle est sillonnée de gazoducs et d'oléoducs, ce qui est d'ailleurs l'un de leurs objectifs. Mais 10 secondes avant le soi-disant tremblement de terre, les Turcs ont fermé ces pipelines. De plus, 24 heures avant le tremblement de terre, 10 pays ont retiré leurs ambassadeurs de Turquie. 5 jours avant le séisme, le ministre roumain des Affaires étrangères a émis une contre-indication de voyage pour les citoyens roumains en Turquie. Voilà, au Congo-Brazzaville, pour un travail, Junior Boukassa est absent, mais on va devoir vous informer sportivement. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Championnat congolais, la FECOFA veut mettre ses propres moyens pour sauver la saison. La 28e édition du prestigieux championnat congolais suspendu il y a quelques semaines pourrait reprendre son bon nombre de chemins d'ici quelques jours. C'est ce qui était ressorti de la réunion qui a mis autour d'une table le membre du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association, la commission de gestion de la Ligue Foot et l'association des dirigeants de football du Congo. Après le duel Hakimi contre Bompé en demi-finale de la dernière Coupe du Monde ou encore Bompé contre Messi en finale. Voici un autre duel qui se prépare, celui d'Hakimi contre Neymar, Maroc-Brésil pour un match amical international le 25 mars prochain au grand stade des Tanger au nord du Maroc. C'est ce qu'a affirmé la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué de presse. Pour terminer cette page, l'inspection générale des finances a initié cette semaine une mission de contrôle des fonds décaissés pour la réhabilitation du stade des Martyrs. 3 inspecteurs de finances ont été chargés de contrôler des fonds décaissés par le Trésor public. Les contrôles seront faits à la Banque centrale du Congo, au ministère des Sports et aussi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Voilà, ça n'est fini pour cette édition. Merci de nous avoir écoutés. Place au rappel des titres. Le sommet spécial sur la République démocratique du Congo s'est ouvert ce vendredi à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Le Kenya, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo ont répondu à ces rendez-vous, sauf l'Ouganda et le Soudan du Sud. Contre sino-congolais pour la Chine, le rapport de l'IGF ne correspond pas à la réalité. Vous avez eu le détail dans ce journal. Le plus cloton d'identification et d'enrôlement des... Dieu merci Batuno de la société civile, la voici, était notre invité. En sport, réhabilitation du stade des Martyrs. L'IGF lance une mission de contrôle de fonds décaissés. Édition mise en onde par Carla Matuidi, signée Fiston Batou. Violette vous l'a présenté. La guerre, c'est le conflit entre ceux qui ne se connaissent pas au profit de ceux qui se connaissent, a dit un artiste congolais.